Bonjour tout le monde, merci d'être présent pour ce webinaire sur la métallurgie, sur les nouvelles dispositions conventionnelles de la métallurgie et plus spécifiquement sur la durée du travail, donc sur les dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail. Donc après 2 webinaires généralistes, maintenant on fait des webinaires sur des thématiques ciblées. Donc là, la première thématique qu'on voit ensemble est celle de la durée du travail. Pour vous présenter ce webinaire, nous sommes officiellement 4, mais officieusement, on sera, je pense, 3 sur cette réunion, puisque Pierre-Jacques, donc, qui fait partie de Nextinso Avocat, est en audience ce matin. Donc, moi-même, Aline Goden, donc, qui appartient à Inextinso Mont-Blanc, donc située sur la Haute-Savoie. Louise Henry, qui est également juriste en droit du travail, située sur Inextinso Mont-Blanc à Marnin, en Haute-Savoie. Et Thibaut Deléris, donc, qui est juriste au sein d'Inextinso Avocat en région parisienne. Donc, tous les 4, nous sommes spécialisés sur la convention collective de la métallurgie et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on anime ce webinaire à destination donc, des entreprises qui relèvent de la métallurgie. Ce qui est important à dire en préambule par rapport à ces dispositions conventionnelles sur la durée du travail, en fait, en matière de durée du travail, vous avez un certain nombre de dispositifs d'aménagement et d'organisation du temps de travail qui ne sont accessibles que si vous avez un accord d'entreprise ou un accord de branche qui vous permet de recourir à ces systèmes d'organisation et des comptes du temps de travail. Dans la métallurgie, on avait déjà un régime très, très riche en fait en termes de dispositions conventionnelles sur la durée du travail. Il s'est encore étoffé avec la nouvelle convention collective qui va s'appliquer à compter du 1er janvier 2024. Et il y a des dispositions nouvelles qui sont prévues. Donc, on va conserver les régimes de décompte du temps de travail qu'on avait jusque-là. Il y en a d'autres qui viennent aussi dans la boîte à outils des entreprises. Donc, l'avantage, c'est que si vous ne négociez pas, soit parce que vous ne voulez pas, soit parce que vous n'avez pas réussi à aboutir à une négociation, soit parce que vous n'avez pas de partenaire pour négocier dans l'entreprise, vous avez un panel de dispositions qui sont applicables à vos entreprises pour permettre en fait d'avoir une souplesse dans l'application de la durée du travail au sein de vos structures. Donc, je laisse Thibaut commencer et puis on va se répartir tout ça au fil de l'eau. Donc, Voilà, donc par contre, oui, juste, je précise, voilà, vos micros sont coupés parce qu'on est nombreux, donc c'est vrai qu'après, c'est compliqué si tout le monde prend la parole. Donc, n'hésitez pas dans le fil de la conversation à poser vos questions. On prendra vos questions en compte au fil de l'eau et on y répondra. bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, au cours de ce webinaire, donc on va déjà commencer par un bref rappel des essentiels sur les bases du temps de travail. Qu'est-ce que le temps de travail? On parlera aussi des durées de repos qui sont importantes à articuler avec ce décompte du temps de travail. On verra les différentes modalités de décompte du temps de travail, à la fois les modalités légales, mais aussi celles qui sont reprises par la convention collective, et puis des organisations un peu plus particulières, travail de nuit, équipe successive ou astreinte, qui sont voilà, des modalités un peu propres à la convention collective. Alors, en termes de bref rappel, on rappellera qu'aujourd'hui, en France, la durée légale du travail, elle est de 35 heures par semaine. Donc, on est sur un décompte à la semaine qui est assez strict finalement et qui ne permet que très peu de souplesse. C'est pour ça que la convention collective prévoit, donc là, on va parler des nouvelles dispositions conventionnelles à partir du 1er janvier 2024, mais vous avez un certain nombre de dispositifs qui existaient déjà avec la convention, avec les conventions actuelles. Et donc, on a des dispositifs d'aménagement du temps de travail qu'on va évoquer aujourd'hui. On rappellera que par principe, un salarié ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine. On verra qu'il y a quand même des possibilités d'aménagement de ces durées maximales. Et que par principe, un salarié bénéficie de 11 heures de repos quotidien. Mais c'est pareil, on a des possibilités de descendre cette durée minimale de repos. En termes de travail effectif, alors qu'est-ce que le temps de travail effectif? Ça, c'est quand même relativement facile à définir, Une fois que le salarié est dans l'entreprise et réalise son travail, on est sur du travail effectif. Ça, c'est on va dire le principe le plus simple. En revanche, on vous précisera, que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ça, c'est des dispositions qui sont rappelées par la convention collective. Les temps d'habillage et de déshabillage, alors, et puis les temps d'astreinte. Alors, quand on dit que ce ne sont pas des temps de travail effectifs, c'est que effectivement, on ne les compte pas dans le temps de travail du salarié, on ne les rémunère pas comme du temps de travail. En revanche,
on aura des dispositifs, comment dire, on aura des contreparties à accorder aux salariés qui sont concernés par ces différents temps. On pense aussi, et là on ne l'a pas mis sur la slide, mais on pense aussi aux temps de déplacement qui, pour le coup, sont encore un petit peu plus spécifiques. Tous ces sujets-là, on les abordera dans un prochain webinaire qui sera consacré à la rémunération, où on approfondira un peu plus ces notions de temps non effectif de travail, mais qui doivent être malgré tout rémunérés. Alors, sur les durées maximales du travail pour commencer, donc la durée quotidienne, tout d'abord, on est sur une durée quotidienne de 10 heures de travail effectif. On a la possibilité, conventionnellement, de porter cette durée du travail effective à 12 heures par jour. Mais à condition de pouvoir justifier d'un surcroît temporaire d'activité et pour aussi les salariés qui exercent une activité de montage sur chantier et des activités de maintenance et d'après-vente. Donc c'est des possibilités qui sont relativement restreintes et qu'il faudra manipuler avec précaution, hein, puisque pour le coup, si on n'apprécie pas bien la situation et qu'on fait une interprétation peut-être un peu trop extensive des textes et qu'on fait travailler nos salariés au-delà de la durée maximale de 10 heures de principe, on va dire, on s'exposera évidemment à des sanctions pécuniaires et à une indemnisation du salarié. Sur les durées maximales hebdomadaires, donc on a vraiment une limite absolue à 48 heures, mais on rappellera que la convention collective qui, au départ, la convention collective jusqu'à présent, hein, prévoyait une durée maximale de 42 heures sur 12 semaines, hein, donc comment dire, votre moyenne sur 12 semaines devait redescendre à 42 heures, même si vous aviez la possibilité d'aller jusqu'à 48 heures au maximum. Désormais, la convention collective change un tout petit peu. On a toujours cette référence à cette moyenne de 42 heures, mais cette fois-ci plus sur 12 semaines, mais sur 24 semaines consécutives. Et sur 12 semaines consécutives, on peut atteindre les 44 heures. Donc là, on laisse la possibilité aux entreprises d'augmenter un petit peu finalement la durée moyenne du travail. Bon, maintenant, voilà, ça ne permet pas aux entreprises, en tout cas en application des dispositions conventionnelles, hein, ça ne permet pas aux entreprises de fixer une durée de travail précise qui soit supérieure à 42 heures. Si ce n'est exceptionnellement, je j'entends. En termes de dérogation, on a quand même des dérogations à ces durées maximales. Là encore, pour les salariés qui exercent des activités de montage sur chantier, de maintenance ou d'après-vente, pour lesquelles on peut porter les durées maximales à 46 heures sur 12 semaines en moyenne et 44 heures en moyenne sur 24 semaines consécutives. Donc ça, c'est des petites possibilités de dérogation, encore une fois, à manipuler avec toutes les précautions d'usage. Les points d'attention évidemment, hein, on rappellera que ces heures supplémentaires, elles doivent être rémunérées, et elles doivent être rémunérées évidemment avec les majorations applicables dont on parlera un tout petit peu après. On rappellera aussi, et là on va le voir juste après, que ces durées maximales de travail doivent s'articuler également avec les durées minimales de repos, à la fois le repos quotidien, mais aussi le repos hebdomadaire, qui sont des notions pour le coup très importantes, hein, et qui sont appréciées assez strictement par la jurisprudence et par l'inspection du travail également. Et puis on rappellera également que, on peut faire alors certes, on peut faire travailler nos salariés sur des durées quand même assez importantes, mais on rappellera quand même de faire attention à l'impact sur la santé des salariés, dont il faut quand même, toujours se préoccuper. En termes de repos quotidien, donc du coup, je le disais tout à l'heure en préambule, donc on a par principe une durée de 11 heures consécutives de repos quotidien. Donc entre la fin de la journée de travail et le début de la suivante, on doit avoir à minima 11 heures de repos consécutives. Et c'est le terme consécutif est important, hein, puisque pour le coup, il ne doit pas y avoir d'interruption de ce repos. Heu, on peut alors la convention collective nous ouvre la possibilité, de réduire finalement ce temps de travail, enfin cette durée de repos plutôt, quotidienne à une durée minimale de 9 heures. Pour le coup, on pourra vraiment pas descendre en dessous, hein, avec des cas qui sont limitativement énumérés par la convention collective. Alors, on les a pas repris ici parce que là, pour le coup, ce serait un petit peu trop lourd pour la présentation. Mais, voilà, on rappellera simplement que, c'est encore une fois des sujets qu'il faut manipuler avec toutes les précautions et que ça demande une étude au cas par cas de la situation pour vérifier si on est bien dans ces dérogations conventionnelles
et si on ne risque pas, pour le coup, de prendre un risque trop important. Euh, lorsqu'on va descendre cette durée de 11 heures et qu'on va la réduire à 9 heures de repos consécutives, pour le coup, on doit compenser quelque part finalement les 2 heures manquantes par du temps de repos, tout simplement, qui va allonger finalement le temps de repos sur une autre journée. Là encore, il y a des dispositifs un peu spécifiques, conventionnels, qui sont prévus avec des possibilités de report du temps de repos. Bon, on rentre pas dans les détails parce que je vous dis, ce serait beaucoup trop conséquent. Et c'est pas l'objectif ici d'aller vous préciser toutes les dérogations possibles à ce temps de repos. Euh, on passe au repos hebdomadaire. En termes de repos hebdomadaire, donc, on a là plusieurs dispositions qui s'articulent. Tout d'abord, la première disposition, c'est l'interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine civile. Ça, c'est euh, alors ça, c'est une interdiction qui est prévue par le Code du travail, euh, pas tout à fait dans les mêmes dispositions. Le Code du travail va un tout petit peu moins loin, il s'arrête à 6 jours. Il ne précise pas si on parle de semaine civile. Bon. Donc là, et là, je vous en parlerai un tout petit peu après. Euh, le salarié donc, doit bénéficier d'un repos obligatoire d'au moins 24 heures consécutives. La convention collective nous précise que par principe, c'est le dimanche, évidemment. Il y a des cas de dérogation qui existent. Ce repos hebdomadaire, il se cumule avec un repos quotidien, donc notre fameux repos quotidien de 11 heures, ce qui nous fait au total 35 heures de repos entre chaque semaine de travail. Bon, quand on dit entre chaque semaine de travail, c'est pas forcément tout à fait exact, puisque la convention collective a pris une position qui est un petit peu, comment dire, qui est conforme à la position administrative, et on ne sait pas pour le coup si elle est vraiment conforme à la jurisprudence, puisque la jurisprudence ne s'est pas vraiment prononcée là-dessus. On a tout un débat autour de la question de savoir si on peut faire travailler un salarié plus de 6 jours d'affilée, ou si la limite, c'est 6 jours par semaine, avec l'obligation d'avoir au moins une journée de repos par semaine. Et donc, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut finalement faire travailler un salarié du mardi de la première semaine jusqu'au samedi de la semaine suivante, en faisant 6 jours par semaine, et en ayant nos 35 heures de repos, nos 35 heures de repos le lundi de la première semaine et le dimanche de la suivante. Et la convention collective a pris une position, je vous le disais, cette position, c'est la même position que l'administration aujourd'hui, et elle considère que le salarié peut travailler plus de 6 jours d'affilée, à condition qu'il bénéficie de son repos quotidien sur la semaine. Voilà. Donc on pourrait avoir un salarié qui va jusqu'à travailler 12 jours d'affilée, ce qui paraît un tout petit peu démesuré aujourd'hui. Et honnêtement, comment dire, en termes de conseils, généralement on conseille de ne pas aller au-delà de 6 jours d'affilée, sauf évidemment cas exceptionnels qui puissent être justifiés, le cas échéant, voire acceptés par le salarié. Mais en dehors de situations exceptionnelles, on déconseillera d'aller sur des durées de ce type-là, 12 jours d'affilée, 10, 12 jours d'affilée, ce qui paraît peu compatible avec la prise en compte de l'état de santé du salarié et la nécessité pour le salarié de se reposer. Hein. Tous ces temps de repos, quand on parle des temps de repos quotidiens ou des temps de repos hebdomadaires, c'est des temps qui sont nécessaires finalement pour que les salariés puissent se reposer et pour qu'il n'y ait pas d'impact sur leur santé. J'en ai fini avec cette partie sur le repos et je passe la parole à... Ah non, je ne passe pas la parole, pardon. Quand Je même. passerai la parole à la slide suivante. Je finis avec le travail sur les jours fériés. Alors, vous aviez jusqu'à présent des dispositions conventionnelles, on le rappellera, hein, pour la plupart territoriales, quelques dispositions conventionnelles nationales également, mais pour la plupart territoriales, et la plupart des conventions collectives territoriales aujourd'hui prévoyaient que le salarié qui travaille un jour férié de manière exceptionnelle bénéficiait d'une majoration de 100% de son salaire sur les jours de travail, enfin sur les jours fériés travaillés. Aujourd'hui, le dispositif est un tout petit peu différent. Alors aujourd'hui, c'est demain, hein, c'est à partir du 1er janvier 2024. La convention collective prévoit désormais une majoration seulement, on va dire seulement, de 50% du salaire sur les heures qui sont travaillées sur les jours fériés. Et la convention collective nous précise également
que ces majorations ne sont pas cumulables avec d'autres majorations et que s'il y a effectivement d'autres majorations qui devraient peut-être être dues, notamment pour des heures supplémentaires, pour du travail de nuit, peut-être du travail du dimanche également, dans ce cas-là, on retient simplement la majoration de salaire la plus élevée entre les différentes majorations qui peuvent être prévues par la convention collective. Voilà, donc là, c'est un point qui a été finalement précisé par la convention collective, puisque c'était un sujet qui était quand même pas tout à fait aussi clair dans les versions précédentes. Donc, fort heureusement, la convention collective, en se réécrivant, apporte quelques précisions qui sont utiles. Et cette fois-ci, je passe la parole à Aline. Donc, on a fait donc ce rappel sur les durées maximales de travail, les durées minimum de repos telles qu'elles sont issues de la convention collective de branche, applicable au 1er janvier 2024. La question maintenant, c'est de savoir comment s'articulent en fait ces décomptes du temps de travail, autour de la semaine. Donc on a différents types de décomptes, du temps de travail en droit français et qu'on retrouve dans la convention collective. C'est le décompte du temps de travail en heures qui est le plus commun et celui qu'on connaît en général le plus. Le décompte du temps de travail en jours, qu'on a en général l'impression de bien connaître, mais que parfois on ne connaît pas si bien que ça par rapport, aux jurisprudences qu'on peut avoir sur le sujet. Et enfin, le décompte, du temps de travail sans référence horaire. Donc celui-ci, l'évoquer tout de suite. C'est celui qui est applicable aux cadres dirigeants dans les entreprises. Donc en fait, ne sont applicables, à ces salariés que les dispositions relatives aux congés payés. Toutes les dispositions relatives à la durée du travail, les durées minimales de repos, les durées maximales, de travail ne sont pas applicables aux, cadres, dirigeants sans référence horaire. Alors le sans référence horaire, il se présume pas, hein, faut qu'il soit écrit dans le contrat de travail. Surtout, faut qu'il soit justifié par rapport aux fonctions, exercées par ces salariés-là, qui doivent avoir les responsabilités les plus importantes, dans l'entreprise et qui perçoivent les rémunérations qui se situent dans les niveaux les plus élevés. Donc sur une petite entreprise, souvent c'est le dirigeant lui-même qui l'a et qui est mandataire. On va retrouver ça plutôt dans des PME ou plus grosses entreprises. On va vraiment sur les fonctions de direction, comité de direction, et cetera. On n'est vraiment pas sur, le commun de ce qu'on trouve en matière de décompte du temps de travail. Sur le décompte du temps de travail, en heures pour commencer. Ce qui est important, de bien avoir en tête, c'est que les 35 heures, c'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'on n'a pas une obligation de travailler 35 heures. Ces 35 heures, c'est uniquement un seuil de déclenchement. Le seuil de déclenchement, quand on est au-delà de 35 heures, des heures supplémentaires, c'est-à-dire quand on fait plus de 35 heures, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit, ça veut juste dire qu'en fait, on fait des heures supplémentaires et on va revenir pour répondre à la question sur le contingent juste après sur, cette notion d'heures supplémentaires. Et quand on est en deçà de 35 heures, il y a 3 possibilités. Soit ça veut dire qu'on a fixé au sein de l'entreprise un horaire collectif, équivalent temps plein inférieur à 35 heures. C'est assez rare, mais ça existe. Soit on fait de l'activité partielle, c'est-à-dire qu'on n'a plus de quoi occuper ses salariés sur un horaire de 35 heures, donc on descend en deçà et on recourt à l'activité partielle pour, compenser, ces heures qui ne sont pas faites. Ou on est sur un décompte du temps de travail à temps partiel pour le salarié ou la salariée en question. On va d'abord voir les décomptes du temps de travail qui existent en deçà de 35 heures qui sont prévus par la convention collective. On n'a rien sur l'activité partielle proprement dite. On a, des dispositions, dans la convention collective quand on va faire, appel à un décompte pluriannuel du temps de travail et sur des forfaits jours où on va nous dire qu'il y a pas de diminution de la rémunération quand on est dans le cadre d'une activité partielle. Mais on n'a pas de régime spécifique sur l'activité partielle. Par contre, on a un décompte du temps de travail à temps partiel qui est prévu par l'accord de branche. Donc ça veut dire que dans vos entreprises, si vous avez des contrats de travail à temps partiel, ils doivent respecter, ces dispositions-là. Une durée minimale de travail qui est fixée à 7 heures hebdomadaires pour les salariés qui ont une activité de formateur. Alors ça va quand même, être une portion de salariés assez réduite et sinon on a cette durée hebdomadaire, minimum de 24 heures qui est fixée pour les autres salariés avec bien sûr les possibilités de dérogation, qu'on connaît, qui sont des dérogations légales qui sont reprises dans l'accord de branche. Possibilité, de faire moins de 24 heures quand le salarié veut cumuler plusieurs emplois ou pour faire face à des contraintes personnelles notamment. Priorité systématiquement pour tous ces salariés à temps partiel, pour l'occupation d'un emploi à temps plein. Ce qui est nouveau dans la convention collective, ça va être dans l'organisation, de ces horaires de travail pour les salariés à temps partiel, c'est les coupures. Jusque-là, on n'avait pas cette notion de coupure qui existait, dans l'accord de branche. Désormais, elles sont prévues. Une interruption au cours d'une même journée au maximum de 2 heures. Donc en fait, on va pouvoir faire une pause, au cours d'une journée de travail d'un temps partiel de 2 heures maximum ou 2 interruptions dans une même journée ou une interruption supérieure à 2 heures, à condition dans ces cas-là que l'amplitude de la journée n'excède pas 11 heures. Et dans ce deuxième cas,
on a l'obligation de versement d'une contrepartie aux salariés qui équivaut à 50% du taux horaire de base. Cette notion de contrepartie équivalente à 50% du taux horaire de base, on la retrouve à plusieurs reprises dans la convention collective. Et puis après, l'accord rentre dans le détail pour savoir à quel moment est-ce qu'on la verse. On peut la verser en une seule fois, on peut la verser au fil de l'eau. Après, ça, ce sera à vous de voir comment vous voulez faire. Donc aujourd'hui, si vous avez un coup d'œil à jeter à vos contrats de travail à temps partiel, ce serait de regarder un petit peu comment sont gérées les coupures dans vos contrats de travail à temps partiel. La modification de la durée du travail pour un salarié à temps partiel, 7 jours ouvrés réduits à 3 jours pour modifier les modalités de répartition de la durée du travail et les jours travaillés. Et pareil, si on arrive à ce nombre réduit de délais de prévenance de 3 jours ouvrés, versement d'une contrepartie de 50% du taux horaire de base. Idem, avant, cette contrepartie n'existait pas. On avait bien les 7 jours ouvrés, les 3 jours ouvrés possibles, mais on n'avait pas cette contrepartie qui était prévue. Les heures complémentaires, il faut savoir que les heures complémentaires ne peuvent pas exister si vous ne les prévoyez pas dans le contrat de travail, si elles ne sont pas elles-mêmes prévues dans l'accord. Donc, on a un accord de branche qui prévoit la possibilité d'accomplir des heures complémentaires dans la limite d'un cinquième de la durée contractuelle, avec une majoration de 10% jusqu'à un dixième et 25% pour les heures complémentaires suivantes. Possibilité aussi de recourir à ce qu'on appelle le complément d'heures. Donc là, en fait, ça veut dire que pour une durée déterminée, dans la limite de 8 fois par an, on va en fait augmenter le volume horaire du contrat de travail à temps partiel. Et dans ces cas-là, les heures complémentaires qui seraient faites au-delà de ce volume horaire déjà augmenté sont toutes majorées à 25%. Ça se fait bien, cette augmentation du volume horaire, ça se fait bien de manière contractuelle par un avenant au contrat de travail. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'un temps partiel ne peut jamais arriver à 35 heures. C'est-à-dire un temps partiel reste toujours à temps partiel. On ne peut pas atteindre l'horaire de 35 heures. On n'a pas de questions, donc on continue. Sur le recours aux heures au-delà de 35 heures, donc on a 2 systèmes de décompte du temps de travail. Soit on va être sur un décompte à la semaine, soit sur un recours à un décompte des heures supplémentaires sur un nombre élargi de semaines. Je te laisse Thibaut évoquer Oui. le décompte sur la semaine. Oui, le décompte effectivement sur la semaine, donc les heures supplémentaires par principe se décomptent sur la semaine, hein, avec une contrepartie financière, de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées chaque semaine et de 50% pour les suivantes. Hem On peut avoir des décomptes du temps de travail, hein, conventionnellement qui vont être sur une durée supérieure à la semaine et dans ce cas-là, dans ce cadre bien précis, les heures, les 8 premières heures supplémentaires s'apprécient en moyenne sur la période de décompte. Donc à voir, quelle est la période de décompte, considérée. On rappellera que les heures supplémentaires quand même sont par principe à la demande de l'employeur, mais attention, hein, la jurisprudence aujourd'hui, ouvre quand même la possibilité, la reconnaissance en tout cas, de la réalisation d'heures supplémentaires, lorsque les salariés alors dans des situations un petit peu spécifiques, hein, mais notamment lorsque les salariés font des heures supplémentaires en toute connaissance de cause, de l'employeur qui finalement ne trouve rien à y redire et trouve ça peut-être même plutôt normal, ou même encore lorsque, la charge de travail du salarié est telle qu'il ne peut réaliser son travail sur ses heures de travail normales et donc est finalement quelque part contraint de réaliser des heures supplémentaires. Donc on fera toujours quand même attention à ces situations-là. La convention collective, elle ouvre la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires ou de leur majoration par du repos compensateur. Là, on rentre pas dans les détails, hein, du dispositif qui est prévu, mais globalement, il faut retenir que ce repos compensateur doit être pris dans les 12 mois qui suivent son acquisition. Et enfin, on a un volume d'heures supplémentaires, un contingent, ce qu'on appelle un contingent d'heures supplémentaires. On a même 3 contingents conventionnellement, donc un 1er contingent qui est le contingent le plus classique, qui est de 220 heures par an. Heu, un contingent supplémentaire de 175 heures, en cas de enfin plutôt un contingent qui est réduit, pardon, à 175 heures lorsqu'on a un décompte du temps de travail qui est sur une période qui est au moins équivalente à une année. Donc là, pour le coup, on a moins de possibilités d'augmenter le temps de travail. On a un contingent supplémentaire, de 80 heures, mais qui est applicable uniquement une année sur 2 et lorsque l'activité le justifie. Donc on est quand même dans des conditions un petit peu spécifiques, avec une majoration de salaire qui est 25 points supérieure aux majorations qu'on a évoquées. Donc 50 pour les 8 premières heures et 75 au-delà. Donc ça commence à chiffrer un petit peu. Et enfin, on a un contingent de 150 heures supplémentaires.
qui là, cette fois-ci, peut se déclencher tous les ans, mais qui nécessite l'accord écrit des salariés concernés. Et là, bon, pour le coup, il y a quand même un intérêt à obtenir finalement l'accord écrit des salariés, c'est que vous n'avez pas de majoration supplémentaire pour ce contingent-là. Et il est plus large finalement que notre contingent de 80 heures. Euh, Rappelons également que lorsque vous dépassez les contingents, c'est toujours possible, hein, vous pouvez toujours dépasser les contingents annuels d'heures supplémentaires. En revanche, ça ouvre droit pour le salarié à une contrepartie en repos qui est quand même conséquente, hein, puisqu'elle est de 50% pour les entreprises qui occupent jusqu'à 20 salariés et jusqu'à 100%, du coup 100% de toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà des contingents euh, lorsque vous avez plus de 20 salariés dans l'entreprise. Donc, à quand même manipuler avec précaution parce qu'après, bah, non seulement ça génère des droits à repos qui peuvent être assez conséquents pour les salariés, et puis ça implique après comment dire, d'organiser le temps de travail pour laisser les salariés la possibilité de prendre ces temps de repos. Voilà, je repasse la parole à Aline sur le décompte pluri-hebdomadaire. Juste une précision, donc vous pouvez toujours dépasser les contingents annuels d'heures supplémentaires dans la limite des durées légales du travail. Donc à un moment donné, vous allez quand même vous retrouver bloqué, hein, les 10 heures par jour, les 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines, 42 heures en moyenne sur 24 semaines consécutives. Et ensuite, pour faire écho à la question qui était posée dans le chat sur la possibilité de dépasser le contingent avec un accord écrit du salarié, il existe jusqu'au 31 décembre, et on va dire il existait, parce qu'on est bientôt au 1er janvier quand même, le régime du temps choisi jusque-là dans la métallurgie qui permettait en fait d'un commun accord entre le salarié et l'employeur par un avenant au contrat de travail de fixer un contingent supplémentaire sans limite. Et ce contingent supplémentaire qui faisait partie du temps choisi qui était prévu d'un commun accord entre les parties n'ouvrait pas droit au repos compensateur, au repos compensateur légal. Ce que Thibault a évoqué, le contingent de 150 heures supplémentaires avec l'accord écrit du salarié concerné, ça fait écho à ce temps choisi qui a disparu, en fait, qui a disparu dans les dispositions, qui avait disparu au niveau des dispositions légales et qui continuait à s'appliquer pour les accords qui étaient toujours en application. Donc aujourd'hui, les accords nationaux sur la durée du travail étant tombés et vont être remplacés par cet accord-là. On a cette nouvelle possibilité de fixer d'un commun accord un contingent de 150 heures, en plus du contingent applicable. Et la convention collective prévoit bien l'application des contreparties obligatoires en repos, donc du repos compensateur légal, pour les dépassements des contingents, donc de tous les contingents qui sont prévus dans les dispositions conventionnelles. Voilà, pour être bien précis sur la réponse à la question. Et s'agissant des heures supplémentaires, donc Thibault l'a évoqué aussi, on peut les remplacer remplacer le paiement par du repos. Attention, on parle bien du remplacement des heures supplémentaires, du paiement des heures supplémentaires par du repos, c'est pas de la récup, parce que souvent quand on parle de récup, c'est l'heure pour l'heure. Il fait une heure supplémentaire, il récupère une heure. Quand on remplace le paiement des heures supplémentaires, on remplace les heures supplémentaires qui étaient versées en argent par du repos. Donc un salarié qui avait le droit à une heure supplémentaire majorée à 25%, il a une heure et quart en fait de repos qu'on va lui donner. Il y a bien la majoration qui est aussi compensée en repos. Donc ça, il faut juste être vigilant par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que le repos compensateur se déclenche au-delà des 220 plus 150? Oui, ça peut vouloir dire ça. Oui, dès lors que vous utilisez correctement les contingents, Ouais. le ou les contingents, donc si vous utilisez le contingent de 150 heures correctement avec l'accord écrit du salarié, et si vous utilisez même le contingent de 80 heures et que les conditions le permettent, à ce moment-là, ce ne sera qu'au-delà de ces cumuls finalement de contingents. Mais c'est sûr que là, on a une superposition de contingents qu'il va falloir apprendre à appréhender pour l'année 2024. Donc là, on a vu le décompte à la semaine des heures supplémentaires au moment des 35 heures et depuis cette date-là, donc ça fait quand même maintenant plus de 20 ans, ont été créés des systèmes de décompte du temps de travail sur un nombre élargi de semaines. C'est-à-dire que pour éviter le paiement immédiat des heures supplémentaires au-delà de 35 heures, une réflexion a été menée donc, à l'époque, et maintenant c'est resté en application, hein, de savoir sur quelle périodicité on va apprécier cette durée légale de 35 heures. Et le Code du travail nous permet effectivement, par accord collectif, de prévoir un mode de décompte du temps de travail sur un nombre élargi de semaines.
La convention collective de la métallurgie s'était déjà saisie du sujet dans les accords précédents, se saisit toujours du sujet et autorise les entreprises par application directe de l'accord de branche à décompter justement ce seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur une périodicité supérieure à la semaine. Périodicité supérieure à la semaine est au plus égale à une année, donc on ne peut pas apprécier cette durée, ce franchissement du seuil des 35 heures sur une durée supérieure à une année par 2 modes de décompte du temps de travail finalement. Ce qu'on appelait, initialement la modulation, c'est-à-dire qu'on a des périodes de travail hautes qui vont se compenser avec des périodes de travail plus basses et en se compensant, on va arriver en moyenne sur l'année à 35 heures. Donc du coup, on ne paiera pas d'heures supplémentaires. Le salarié va pouvoir accomplir jusque 48 heures, parfois des semaines à 0 et en moyenne sur l'année, il aura fait 35 heures, donc on ne paiera pas d'heures supplémentaires. On ne recourra pas à l'activité partielle quand on sera en deçà de 35 heures. Ou un autre système de décompte du temps de travail par l'attribution, de JRTT, donc de jours de repos, temps de travail. Donc en fait, on va avoir des salariés qui, toutes les semaines, vont travailler plus que 35 heures, mais ces heures qui sont faites en plus vont alimenter un compteur qui va être pris au fil de l'eau pendant l'année pour arriver à cette moyenne de 35 heures. Donc en fait, on n'aura pas de fluctuation dans l'activité, mais on aura des heures qui seront faites, régulièrement en plus chaque semaine. Par exemple, on va faire 36 heures et demie, 1 heure et demie qui alimente le compteur chaque semaine et cetera et le salarié, par la prise de ces JRTT au fil de l'eau sur la période de 12 mois qui va être, définie, aura fait en moyenne 35 heures sur l'année. Donc pareil, pas de paiement d'heures supplémentaires. Si on est sur de la modulation, on nous demande une programmation, collective ou individuelle, des horaires de travail quand même, avec un délai de prévenance de 9 jours civils, sauf contrainte d'ordre technique, économique ou social. Pour l'attribution des jours de repos, quand on part sur un décompte hebdomadaire de cette, limite, de franchissement des 35 heures par l'attribution de GRTT, il y a un minimum de 25 jours des GRTT, acquis qui doivent être au choix positionnés par le salarié et un délai de prévenance de 5 jours qui, incombe à l'employeur en cas de modification de ces jours. La rémunération, le principe, c'est que la rémunération, elle est lissée. Donc, le salarié, en fait, il n'a pas de fluctuation dans sa rémunération. Quand on est, par exemple, sur une modulation où il y a des semaines ou des mois, il va travailler plus que d'autres, on va avoir une rémunération qui sera identique chaque mois sur une base 35 heures ou une base plus haute potentiellement si jamais on a déjà acté que de toutes les façons, en moyenne, le salarié ne ferait pas 35 heures, mais 36 ou 37. Dans ces cas-là, on va déjà mensualiser les heures supplémentaires. En cas d'absence d'entrée et de sortie, on a des régimes, qui sont prévus dans l'accord de branche. Donc on dit que les heures d'absence sont comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire, ce qui est logique parce que si jamais vous avez un salarié qui est malade et vous le comptez à 0 la semaine, vous devez faire 48 heures en modulation, bah, c'est comme si vous lui faisiez récupérer sa maladie, donc ça ne fonctionne pas. Et en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, bah, on a une rémunération qui va être sur la base réelle de travail qui va être recalculée. Ce régime donc, de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, il est accessible de manière directe, par les entreprises. Il va concerner tous les salariés, y compris les salariés à temps partiel ou en intérim. Il y a quand même une obligation de négociation. Si vous avez des délégués syndicaux dans vos entreprises, vous avez une obligation de négociation avec eux et c'est qu'en cas d'échec des négociations que vous allez faire application directe de l'accord de branche, consultation du CSE obligatoire et information, quoi qu'il arrive des salariés, parce qu'on est sur de l'horaire collectif, donc il y a une obligation d'information, des salariés. Le forfait annuel en heures, j'ai vu qu'il y a des questions pour un travail à temps partiel inférieur à 24 heures. La dérogation doit être faite à compter du 1er janvier 2024. Non, ça existe déjà, hein, pour le temps partiel. Les dérogations, sont déjà prévues. C'était une réforme, de 2012 qui avait fixé un seuil minimum pour, les salariés à temps partiel de 24 heures. Donc on doit déjà avoir ces dérogations normalement dans des avenants, ou contrats ou sinon en tout cas dans des annexes au contrat de travail qui expliquent pourquoi est-ce qu'on est sur un temps inférieur à 24 heures. Et ensuite, quand on est sur un travail à temps partiel, quand on fait des heures au-delà de son horaire contractuel, on parle toujours d'heures complémentaires. Le vocable des heures supplémentaires ne s'applique que pour les salariés qui sont à temps plein et pour lesquels on dépasse, la durée des 35 heures. Sur le forfait annuel en heures, donc là, on reste toujours sur un décompte du temps de travail, en heures. On n'est pas sur un décompte collectif du temps de travail qui va s'appliquer sur une période pluri-hebdomadaire. On est sur une convention individuelle de forfait qui va être fait avec un certain, type de salarié, qui va déterminer un volume d'heures sur l'année qui va être travaillé et au volume d'heures sur lequel on estime que le salarié peut accomplir sa mission.
Les salariés concernés, c'est les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et les non-cadres dès lors qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Donc, on est sur des personnes qui sont dites autonomes, en fait. C'est gérer l'autonomie des salariés dans le cadre d'un forfait annuel en heures. Sur 12 mois consécutifs, hein, on va appliquer ce forfait annuel en heures. Le volume moyen hebdomadaire de travail sur une année ne va pas pouvoir excéder le volume moyen horaire légal majoré de 20%. Donc en fait, on a une formule de calcul hein, pour calculer effectivement ce volume horaire maximal de la convention de forfait annuel en heures. La rémunération, on est sur les mini-conventionnels majorés de 15 ou 30% selon justement le volume horaire de la convention de forfait en heures. Et on a l'obligation d'avoir un écrit, c'est-à-dire que pareil, ça ne se devine pas, on ne peut pas avoir un salarié qui est en forfait annuel en heures comme ça, de manière intuitive. On a forcément une clause écrite dans le contrat de travail et l'obligation, par un document de contrôle, de suivre en fait l'accomplissement de ces heures sur le forfait annuel en heures. On arrive sur une convention de forfait en heures maximale, on est à 1827 heures maximum par an. Autre mode de décompte du temps de travail, ça va être le forfait annuel en jours. Donc là, on sort du décompte du temps de travail en heures pour arriver sur un décompte du temps de travail en jours. Effectivement, et la convention collective donc prévoit la possibilité de recourir à ce forfait annuel en jours, qui va être d'une durée maximale de 218 jours, sur une période de 12 mois consécutifs, cette période-là va être déterminée par l'employeur. Donc vous pouvez à la fois choisir l'année civile comme toute autre période de 12 mois consécutifs en fonction de ce qui vous arrange, en fonction de votre organisation du temps de travail. Comment dire? Ce plafond de 218 jours, évidemment, il est réduit des jours, conventionnels, de congés payés supplémentaires qui peuvent exister. Et on a les salariés ont toujours la possibilité de renoncer à une partie, tout ou partie finalement de leurs jours de repos contre une majoration, de 10% des journées de travail, dans la limite évidemment de 235 jours travaillés par an. On rappellera, mais ça c'est un petit peu évident, mais on rappellera quand même que, le forfait annuel en jours comme le forfait annuel en heures, ne se présume pas et donc doit faire l'objet d'une clause dans un contrat de travail ou dans un avenant. Et que ce forfait annuel en jours, il concerne à la fois les cadres, donc évidemment qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail et qui suivent pas l'horaire collectif, et puis les non-cadres. Les non-cadres qui ne peuvent finalement pas suivre l'horaire collectif de travail et qui disposent également d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La convention collective, elle prévoit également, l'obligation pour l'employeur de rémunérer les salariés qui sont concernés par le forfait annuel en jours avec une majoration des salaires minima de 30. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait négligeable. Le forfait annuel en jours, donc ça nécessite quand même un certain nombre de précautions et notamment un certain nombre de contrôles. D'abord, l'obligation de mettre en place un suivi des jours travaillés, des journées et des demi-journées travaillées au travers d'un document de contrôle qui peut être tenu, soit directement par l'employeur, soit par le salarié sous le contrôle de l'employeur. Avec une obligation pour l'employeur d'évaluer et de suivre régulièrement la charge, de travail du salarié et son organisation de travail. L'obligation également, de mettre en place un dispositif de suivi, de la charge de travail. Donc c'est 2 obligations distinctes, hein. C'est d'abord l'évaluation et le suivi de l'organisation de la charge de travail et le dispositif de suivi de la charge de travail. Et ensuite, l'employeur doit veiller à ce que le travail soit raisonnablement réparti, dans le temps et que la charge de travail permette aussi aux salariés, de respecter ses durées de repos et ses congés. On rappellera quand même que le salarié, au forfait annuel en jours n'est certes, soumis à aucun décompte, de temps de travail en heures, donc peu importe le temps de travail qu'il effectue, quotidiennement. En revanche, il est lui soumis, aux obligations de repos et donc, à une obligation de repos quotidienne de 11 heures et une obligation de repos hebdomadaire de 35 heures. Donc ça, c'est quand même important d'avoir, de respecter ces dispositifs-là et d'avoir finalement un minimum de contrôle pour pouvoir s'assurer de l'effectivité du respect par le salarié de ces obligations. L'obligation également donc pour l'entreprise de réaliser au moins une fois par an un entretien qui porte sur l'organisation de la charge de travail, les moyens mis en œuvre pour que la charge reste raisonnable, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et
le niveau de rémunération du salarié. Donc ça, c'est des thématiques qui sont obligatoires et qui sont évidemment à tracer par écrit au cours d'un entretien annuel. C'est au moins un entretien annuel. Vous pouvez évidemment faire plus. Ça ne vous sera jamais reproché d'en faire plus. Et évidemment, un rappel par la convention collective, hein, du fait que le salarié en forfait jour bénéficie et doit bénéficier d'un droit à la déconnexion, dont les modalités doivent être définies par l'employeur et communiquées aux salariés concernés par tout moyen. Voilà, donc il y a quand même une obligation d'information sur ce sujet-là par l'entreprise. Et je passe la parole à Il y avait une Louise. question par rapport par rapport au forfait jour sur le suivi de la charge de travail. Quelle forme ça peut prendre? Est-ce que ça peut être du Google Form? Est-ce que ça peut être un autre type de suivi? Enfin, comment est-ce qu'on suit en fait cette charge de travail dans le cadre d'un décompte du temps de travail en jour? J'ai envie de répondre qu'il y a pas de, comment dire? Il y a pas de modalité de suivi, qui est prescrite et qui sera parfaite et duplicable pour l'ensemble des entreprises. Il faut appliquer, il faut regarder comment fonctionne, l'entreprise, et même, j'ai envie de dire, à la limite, comment fonctionne chaque salarié, pour mettre en place la modalité de suivi, qui est appropriée à chaque personne, finalement. Et l'entretien est-il obligatoire en physique, même avec ce genre de dispositif? Alors l'entretien, il est absolument obligatoire, hein. Oui, là, il y a Voilà. ouais, Après aucun doute là-dessus, hein. physiquement ou en visio, Mmh, il y a là-dessus, la convention collective va pas venir nous apporter de précision. non. Maintenant, on préférera toujours l'entretien présentiel. Ça permet, plus facilement de se dire les choses, heu, ça permet plus facilement de se dire les choses. L'entretien, il est absolument indispensable et on a pas mal d'arrêts de jurisprudence, hein, quand on respecte pas l'ensemble des obligations qui sont liées au forfait jour, hein, notamment ce contrôle de la charge de travail, ces entretiens, ce suivi. On peut avoir assez facilement la remise en cause du décompte du temps de travail en jour et quand on a, une remise en cause du temps de travail en jour, bah, en fait, on revient sur le décompte classique et habituel et on va dire non dérogatoire, qui est issu du code du travail, c'est le décompte en heures. Donc en fait, on va repartir sur un dispositif de 35 heures et le salarié pourra prétendre, au paiement de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a accomplies. Donc il faut faire ces suivis, il faut faire ces entretiens et puis surtout, il faut pouvoir être en capacité de rapporter la preuve, que le suivi est effectif et que les entretiens ont réellement été accomplis. En évoquant l'articulation vie pro, vie perso et cetera. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui doivent être évoquées lors de ces entretiens annuels qu'il faut vraiment impérativement respecter. Autre type d'articulation en termes de durée du travail, ce sont des régimes spécifiques que Louise va vous présenter. Donc là, on sort du décompte, on sort des modes de décompte du temps de travail pour arriver sur des régimes, plus spécifiques, d'organisation du temps de travail qui renvoient en général, plus facilement sur un décompte, en heures. Merci Aline. Alors effectivement, l'astreinte, c'est, un mode particulier d'organisation du temps de travail, dans le sens où ça allie temps de travail effectif et période où on est un peu, excusez-moi l'anglicisme, on est en stand-by. Donc c'est ce que disait, Thibaut au début. En fait, on va articuler ce qu'on appelle temps de travail effectif et cette période d'astreinte d'une manière générale. Pour sa mise en place, alors c'est nouveau, la convention collective de la métallurgie prévoit cette nouvelle disposition. Si vous avez un CSE dans votre entreprise, vous devez le consulter au préalable. Ensuite, ça concerne, tous les salariés, que leur temps soit décompté en jours, ou en heures. Quand c'est décompté en jours, ça ne veut pas dire que, ça remet en cause l'autonomie du salarié, mais, faut bien, prendre ça en compte. Donc faut distinguer 2 périodes. La période d'astreinte, qui est la période pendant laquelle, le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit pouvoir intervenir au service de l'entreprise. Et donc il y a cette période d'astreinte qui n'implique pas forcément une période d'intervention. La période d'intervention, c'est quand ce salarié est appelé pour intervenir. Cette période d'intervention, c'est du temps de travail effectif. Si cette période d'intervention, nécessite un temps de trajet, contrairement au droit commun, ce temps de trajet sera du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Ça demande une organisation particulière, avec l'employeur qui a l'obligation d'informer
chaque salarié avec un programme individuel d'astreinte 15 jours civils avant que ces astreintes soient réalisées. Ça peut être réduit à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. Ces astreintes, c'est en dehors du temps de travail. Donc, ça peut correspondre au repos quotidien, vos 11 heures de repos quotidien, votre repos hebdomadaire et tout ce qui est jours fériés chômés. Ça vous impose tout de même de respecter les durées minimales de repos hebdomadaire et de repos quotidien qu'on vous a présentées au début de ce webinaire. L'astreinte va donner lieu à une compensation. La période d'astreinte, en dehors de la période d'intervention, donne lieu à une indemnité. Ce montant d'indemnité varie en fonction de si votre astreinte est réalisée pendant le repos quotidien ou pendant un repos hebdomadaire. La période d'intervention, elle, c'est du temps de travail effectif. Donc, ça doit être rémunéré comme tel et pris en compte comme tel. L'indemnité peut être mise en place d'une manière spécifique, soit être versée une seule fois par période de 12 mois, soit être convertie en repos équivalent. Voilà pour ce mode particulier d'organisation. Faut vraiment que vous voyez ça, faut vraiment en informer et voir si c'est nécessaire dans votre entreprise. Autre mode d'organisation particulière du travail, c'est le travail en continu pour raisons économiques. Là aussi, c'est un mode d'organisation très spécifique. Le travail en continu nécessite que votre entreprise et que vos salariés travaillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire que chaque salarié doit travailler 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24. C'est-à-dire que vous allez avoir des équipes, ce qu'on appelle équipes successives, qui vont amener à ce que l'entreprise fonctionne 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24. Ça nécessite un accord. Comme la convention collective de la métallurgie prévoit cette possibilité, vous pouvez y accéder directement en mettant en place la convention collective. Si vous avez des délégués syndicaux dans votre entreprise, pour mettre en place pour la première fois ce mode particulier d'organisation du temps de travail, vous devez engager des négociations au préalable. Si les négociations échouent ou si vous n'avez pas de délégués syndicaux, vous pouvez mettre en place directement les dispositions conventionnelles. Comme c'est un mode particulier du temps de travail, on va passer rapidement dessus. Prenez bien en compte que, comme c'est du 7 jours sur 7, ça implique que des salariés travaillent le dimanche. Vous devez donc bénéficier impérativement d'une dérogation au repos dominical qui sont limitativement énumérés par la loi. Donc ensuite, on va passer aux équipes de suppléance. C'est pareil, c'est un mode d'organisation particulier. Vous avez finalement 2 équipes de salariés. Ceux qui travaillent en semaine, selon des horaires normaux, et ceux qui vont venir soit travailler le week-end, d'une manière plus générale, pendant les jours de repos de l'équipe de semaine. Ça nécessite, pareil, que vous bénéficiez d'une dérogation au repos dominical et que vous soyez une industrie ou une entreprise industrielle. Au même titre que pour le travail continu, si vous avez un délégué syndical, vous devez engager des négociations au préalable. Si les négociations échouent ou si vous n'avez pas de délégués syndicaux, vous pouvez mettre en place directement les dispositions conventionnelles. Pour faire partie de ces équipes de suppléance, soit votre salarié est volontaire, vous ne pouvez pas lui imposer, sauf si vous recrutez spécifiquement des salariés pour faire partie de cette équipe de suppléance. Il y a des durées quotidiennes maximales dérogatoires par rapport à celles dont on vous a mentionné au début. Pour les équipes de suppléance, vous pouvez travailler jusque 12 heures, excusez-moi, 12 heures dans la journée, sous réserve que le recours à l'équipe de suppléance n'excède pas 48 heures. Vous pouvez, par exemple, s'ils travaillent samedi, dimanche, donc sur une période de 48 heures, ils peuvent travailler le samedi 12 heures et le dimanche 12 heures. Ça implique une rémunération majorée. Cette rémunération majorée ne s'applique pas dans certaines situations particulières qui sont prévues. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de suppléance, le salarié qui travaille en équipe de suppléance ont les mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.
ils sont aussi prioritaires pour occuper un poste en semaine. Dans ce cas-là, pareil, la convention collective prévoit un formalisme particulier et notamment le fait que si vous êtes mis d'accord avec le salarié pour qu'il passe en équipe de semaine, il ne peut rester en équipe de suppléance que 3 mois après que cet accord ait été requis. Voilà pour ces modes particuliers d'organisation du temps de travail. Ensuite, on a le travail de nuit. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a le travail de nuit qui est le travail accompli entre 21h et 6h, mais plus spécifiquement, là, on va travailler du travailleur de nuit, c'est-à-dire les travailleurs qui ont cette dénomination spécifique qui travaillent de nuit selon certaines modalités, c'est-à-dire qu'ils vont travailler au moins 2 fois par semaine, 3 heures de travail quotidien sur cette plage horaire entre 21h et 6h. Donc, il y a ceux-là qui ont la dénomination de travailleurs de nuit ou ceux qui effectuent sur une période de 12 mois consécutifs au moins 360 heures de travail sur la période entre 21h et 6h. Pour recourir au travail de nuit, il faut que vous puissiez justifier d'une continuité d'activité économique, soit avoir recours à des services d'utilité sociale. C'est vraiment ensuite pour des emplois spécifiques qui sont pareil limitativement énumérés par votre convention collective et qu'on n'a pas repris ici parce qu'il y avait voilà, c'est très lourd. Ensuite, ces travailleurs de nuit, ils ont des durées quotidiennes maximales. Ce n'est pas 10 heures, ce n'est pas 12 heures, c'est 8 heures. C'est pareil, on peut exceptionnellement porter cette durée de 8 heures à 12 heures, mais dans certains cas limitativement énumérés par votre convention collective. Tout ce qui est durée moyenne hebdomadaire, c'est pareil, on parle de 40 heures en moyenne sur 12 semaines, qui peut être augmenté à 42 heures ou 44 heures pour des contraintes d'équipement ou pour tous ceux qui ont des activités de montage de chantier, de maintenance ou d'après-vente. Le travailleur de nuit bénéficie de contrepartie, soit en argent, soit en temps. Là, on parle bien pour le travailleur de nuit, pour la contrepartie, c'est celui qui travaille de manière habituelle pendant ses plages de nuit. Tout ce qui est travail exceptionnel de nuit fait l'objet d'une majoration spécifique qu'on évoquera plus particulièrement dans le webinaire portant sur la rémunération. De même, votre travailleur de nuit a droit à des indemnités de repas dans des conditions spécifiques et votre travailleur de nuit a des droits, a les mêmes droits que vos travailleurs de jour. Il a également le droit à un suivi médical particulier au niveau de la médecine du travail. C'est très important que vous ayez ça en tête parce que c'est tout ce qui est respect de vos obligations de sécurité. Ensuite, vos travailleurs de nuit ont également une priorité d'emploi sur tout ce qui est travail en journée. Les femmes enceintes, les femmes allaitantes, la convention collective prévoit des droits particuliers pour ces personnes particulières. Voilà, on est passé un peu rapidement sur ces modalités spécifiques du temps de travail, mais on sait que tout le monde n'est pas concerné par ces points-là, par ces modes d'organisation. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Donc, si on résume par rapport à ce webinaire, donc des dispositions conventionnelles spécifiques en matière de durée maximale et durée maximale de travail, durée minimale de repos, des dispositions spécifiques dans le cadre de l'appréciation de la durée légale de 35 heures, des décomptes aussi qui sont ouverts à toutes les entreprises pour décompter le forfait, enfin pour décompter le temps de travail dans le cadre de forfait annuel en heures sur l'année ou en jours sur l'année, et des systèmes d'organisation spécifiques, donc avec l'astreinte qui jusque-là n'était pas prévue par les conventions collectives de la métallurgie, les équipes de suppléance, qui est un système de dérogation au repos dominical qui n'était pas non plus prévu par les accords de branche jusque-là. Et le travail de nuit. Le travail de nuit existait déjà et globalement, c'est une reprise des dispositions qui existaient déjà jusque-là. Et le travail en service continu. Donc en général, c'est les 3-8 qui sont évoqués derrière ce type de décompte du temps de travail. Si vous avez déjà des accords d'entreprise applicables, notamment vous avez conclu un accord sur les équipes de suppléance, un accord sur l'astreinte, justement en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques jusque-là, vous allez continuer à appliquer vos accords.
Par contre, si vous n'aviez pas d'accord, si vous n'avez pas aujourd'hui conclu de disposition en ce sens, à ce moment-là, pour mettre en place ces systèmes, vous allez pouvoir vous rattacher effectivement au dispositif conventionnel. Après avoir négocié avec vos délégués syndicaux si vous en avez. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions, si un salarié travaille 39 heures toute la semaine et qu'il est volontaire pour travailler le samedi, je rémunère à 25% pour les 8 premières heures et 50 pour le reste. Oui, exactement. Les horaires réduits de fin de semaine, les équipes de suppléance comme on appelle, ce sont vraiment des équipes qui ont vocation à travailler le samedi et le dimanche. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vous dire que ces équipes de suppléance, en fait, vous avez vos salariés la semaine et elles qui interviennent le week-end et elles n'ont vocation qu'à travailler ces samedis et dimanches. Et elles ne peuvent pas travailler en semaine. Un salarié qui fait des heures ou une entreprise qui fait des heures supplémentaires le samedi, ce n'est pas des équipes de suppléance, c'est des heures supplémentaires faites dans le cadre du droit commun. Les équipes de suppléance, il faut bien garder en tête, c'est un cas de dérogation, c'est pour déroger au repos dominical en fait. Donc ça veut dire qu'on a ce travail du dimanche qui habituellement est interdit. On a une possibilité d'y déroger en mettant en place cette équipe de suppléance. Mais des heures supplémentaires qui sont faites le week-end, le samedi, ce seront des heures supplémentaires lambda. Si vous avez un jour pour des raisons spécifiques, par exemple de la maintenance à faire pour des machines que vous devez mettre hors de fonctionnement, ça peut se faire le dimanche. On a des cas de dérogation spécifiques au repos dominical là-dessus. On sera sur du travail exceptionnel le dimanche. On n'est pas du tout sur l'application du régime des équipes de suppléance. Merci beaucoup pour votre attention. On vous invite à suivre nos prochains webinaires donc sur le contrat de travail, sur la rémunération, les absences, les congés payés. Et il me semble que j'en oublie un. Je ne sais plus lequel. Mais vous avez le lien et vous pouvez vous inscrire donc, pour tous ces webinaires qui font aussi l'objet d'une durée d'une heure de 11h à midi. Merci beaucoup pour votre attention et puis pour votre fidélité parce qu'on est aussi nombreux à chaque fois. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.